Vidéo numéro 4. Traumatisme crânien, comprendre pour mieux vivre avec. Conséquences au travail. Avertissement, cette vidéo numéro 4 ne peut se comprendre correctement qu'après le visionnement des vidéos 1 et 2, fonctionnement général. Pour les traumatisés, je renouvelle ma suggestion. Pour prendre le temps de lire le texte des diapos sans être gêné par le son, pensez à mettre le lecteur vidéo sur pause. Suite à l'accident, j'ai été 3 mois en arrêt de travail, puis 3 mois en mi-temps thérapeutique, comprenant 1 mois de congé, période au cours de laquelle je n'ai pas pu assurer. Enfin, pendant 8 mois, avec l'accord de l'assurance maladie, je passais chaque jour pour faire ce que je pouvais. Vous avez bien compris qu'au cours d'une même journée, je pouvais être pris pour un directeur, on dira, crédible, ou bien pour l'idiot du village. Si je retiens l'hypothèse que le tableau a un lien avec la réalité des traumatisés crâniens et que je l'applique, au travail au sens large, les conséquences sont nombreuses. Cela impacte en premier lieu la durée du travail. Le médecin du travail, à la consolidation, a considéré que je pouvais travailler 1 à 2 heures par jour. Il est vrai que mon poste ne portait pas vraiment de tâches automatiques. Je faisais un peu plus, mais au prix d'un épuisement complet pour le reste de la journée. Certaines tâches sont très fatigantes mentalement. Elles ne seront supportées que pendant peu de temps. Sinon, ce sera des erreurs multiples, la galère d'abord au boulot, puis à la maison. Les pauses sont des bouées de sauvetage qui évitent des erreurs parfois difficiles à réparer et qui sécurisent tout le monde. Sa nécessité est en lien direct avec l'intensité de la fatigue mentale. Et là encore, rien à voir avec la fatigue physique. Dans les situations où on ne se fatigue pas mentalement, ces pauses ne s'imposent pas, bien sûr. En théorie, c'est simple. En pratique, il faut dépasser les freins psychologiques et culturels que cela représente, être autorisé et s'autoriser. En général, au travail, il y a des exigences à satisfaire, même en bénévolat d'ailleurs. Et pour nous, il faut gérer la fatigue, que dis-je, l'épuisement, les oublis et le manque de fiabilité. Et là, on ne peut pas se camoufler, pas longtemps en tout cas. Face au manque de fiabilité, l'idéal est l'accompagnement qui aide à la prise de conscience quand celle-ci n'est pas faite. En tout cas, elle limite la casse. La première source de problème est l'absence de conscience que l'on commet des erreurs. On ne les voit pas. C'est donc primordial de dépasser ce stade douloureux. La fiabilité est un élément de base dans toute activité professionnelle. Je ne vois que 2 alternatives dans notre situation. Soit accepter le principe d'un encadrement qui vérifiera que le travail réalisé a toujours la qualité requise, soit apprendre à se connaître, repérer par une multitude d'indices le stade de fatigabilité et le type d'activité qui peut aller avec. La combinaison des deux, ça serait parfait. Repérer son niveau de fatigue mentale ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela permet de s'orienter vers une activité compatible, de moins en moins consommatrice. Quand on n'est plus capable de compter ou rendre la monnaie, c'est clair qu'il ne faut plus être à la caisse. Nous sommes très vite en situation de saturer. Le temps d'apprentissage doit donc être très court. Je n'ai pas trouvé de limite sur ce que je pouvais apprendre. Seulement la capacité à pouvoir étudier suffisamment longtemps. Le mode d'emploi d'un logiciel, par exemple, ou d'une machine. Par contre, quand je ne peux plus lire le mode d'emploi
mais qu'on me montre et que l'on m'explique, ça marche. Je peux encore utiliser le son, que je ne peux plus utiliser l'image depuis longtemps. Enfin, 45 minutes. Et quand je suis dans un environnement connu. Quand un site informatique modifie sa page d'accueil, je ne suis plus capable de l'utiliser l'après-midi. Il faut que j'attende le lendemain matin. Cette contrainte est à intégrer dans une situation de travail. Ralentir, c'est aussi parfois une possibilité pour continuer une activité. Le bruit est une telle source de fatigue qu'un environnement bruyant peut rendre le travail impossible. L'environnement, calme de préférence, a un rôle important. On peut observer que la qualité du travail se dégrade un peu n'importe quand. En réalité, c'est en lien avec un niveau de fatigue mentale dépassé. Reste à comprendre pourquoi, afin de pouvoir anticiper. Merde, c'est déjà fini. C'est ce que j'ai dit à 11h ce jeudi, quand je me suis rendu compte que je devais m'arrêter d'écrire. Cohérent, cela faisait 40 minutes que je travaillais. Ça m'a toujours coûté très cher en énergie, donc en temps, de vouloir insister. Parce que ce ne sont des rédactions chaotiques, des redites, sinon autant de choses qu'il faut vérifier plus tard et refaire. C'est beaucoup plus lourd que de ne pas faire. Mais tout laisser en plan pour ne pas mettre la pagaille dans ces dossiers, au bureau comme à la maison, ça choque beaucoup, surtout au début. C'est exactement l'inverse de ce que l'on enseigne habituellement. Pouvoir dépasser sa honte de dire que l'on est en difficulté et que cela soit compris par le patron et les collègues, ça serait pour moi l'idéal. Cet idéal, à mon avis, ne concerne pas que le traumatisé crânien d'ailleurs. Le travail a été pour moi une chance. D'abord, c'est là que j'ai été confronté, crûment, à ma nouvelle réalité. Je ne pouvais plus croire que j'étais ou serais comme avant. Ensuite, bien que très difficile à supporter physiquement, les quelques mois passés à l'entreprise ont participé au deuil. Mais il est clair que la situation ne pouvait être que très temporaire, à la fois pour l'entreprise, pour moi-même et pour les miens. C'était le néant après le travail, ce qui n'est pas juste quand on a une famille. Il est évident que les situations personnelles et les motivations sont différentes. Besoin de ressources financières, de sortir de la maison, de se prouver que l'on est encore capable, pour faire plaisir à la famille, ou le tout à la fois. Il faut garder raison et être pragmatique. La réserve d'énergie est très faible. C'est donc une question de priorité et de choix. Le travail est nécessairement fortement consommateur. Reste à savoir ce que l'on a besoin de faire après, au moins quand les considérations économiques ne sont pas hyper prioritaires. Tout est question d'équilibre, lequel est, par définition, instable. Les 3 tableaux qui suivent situent le niveau de fatigue mentale qu'engendrent pour moi ces différents types d'activités. Malheureusement pour moi, en ce qui me concerne, la plupart consomment beaucoup d'énergie. Et quand je parle d'énergie, je parle de fatigue mentale.